13 ans après le premier film, James Cameron sort Avatar, La Voix de l'eau. Une nouvelle fois, c'est un succès mondial impressionnant. Si la qualité technique est exceptionnelle, le scénario est par contre particulièrement simple, peut-être encore plus simple que le premier film. Mais la qualité visuelle seule ne suffit pas à faire un bon film. Alors comment expliquer ce succès? Au début du film, Neytiri chante en utilisant son collier de perles, un chapelet utilisé dans de nombreuses religions sur Terre, notamment le mala, utilisé dans le bouddhisme et l'hindouisme. Un chant exprimant le bonheur peut être adressé à son père ou à sa sœur, dans lequel chaque perle représente un événement majeur de la vie, forgeant l'individu et son identité. Dans ces événements, nous retrouvons notamment la famille, structure fondamentale, thématique principale de ce deuxième volet. Jake et Neytiri vivent en harmonie sur Pandora. Jake nous raconte sa vie, la naissance de ses enfants. Il est apaisé, heureux, loin des cicatrices du passé. Mais rapidement, c'est le retour des humains. L'arrivée des humains est très différente du premier film, tout va beaucoup plus vite. Une arrivée apocalyptique, le sol se transforme en lave, l'enfer se déchaîne sur Pandora. Le Thanator, grand symbole de puissance dans le premier film, est réduit en cendres avant même d'atterrir. Le rapport de force est démesuré. Tout est prévu pour aller vite et en totale opposition avec le rythme de la nature. Un nouvel objectif est donné, il ne s'agit plus d'extraire le noctanium, mais de mettre en place une colonie. Après avoir détruit notre planète, nous venons en contaminer une autre, tel un virus. Confrontés à un risque d'extinction, les humains sont encore plus extrêmes et encore plus déshumanisés que dans le premier film, ce qui renforce encore l'écart avec les Na'vi. En un an, une base gigantesque est construite et prête pour la guerre. Le ton est donné. Un an plus tard, c'est l'arrivée du colonel Quaritch. Sa mémoire a été copiée dans un nouveau corps Na'vi. Nous savions déjà que la conscience était transférable, mais s'agit-il vraiment du colonel? Contrairement au transfert de conscience de Jake Sully dans le premier film, il s'agit ici d'un backup technologique. Les souvenirs et la personnalité du colonel ont été sauvegardés et réimplantés. Mais la grande question est, est-ce que la conscience se résume aux souvenirs et à la personnalité? Est-ce même possible de transférer la conscience avec une technologie matérielle? D'ailleurs, Quaritch semble déjà percevoir une différence entre la somme de ses souvenirs et sa propre identité. Ce qui nous laisse sur une interrogation, s'agit-il d'une autre conscience accédant aux mêmes souvenirs? Dans le premier film, Neytiri explique que la vie n'est que prêtée et qu'un jour il faut la rendre. C'est ce principe, cette vulnérabilité qui fait aussi toute la beauté de la vie, ce principe qui nous rend humains. À l'opposé, cette nouvelle vision apportant la sauvegarde des souvenirs et le clonage apporte quelque chose de nouveau, c'est un grand pas vers le transhumanisme. L'arrivée du colonel Quaritch dans la jungle de Pandora est à l'image de celle de Jake dans le premier film, le même écosystème et la présence des chiens vipères. Quaritch est littéralement sur les traces de Jake. Mais est-ce là également les premiers pas de son éveil? La route paraît encore bien longue, s'il est ici, c'est avant tout pour connaître son ennemi de l'intérieur. Quaritch tombe rapidement sur le cadavre du colonel. Il ne montre pas d'émotion particulière, au contraire, il lui brise le crâne, renforçant cette idée qu'il y a quelque chose de nouveau. Il veut tourner la page. Quaritch veut comprendre la démarche, le voyage de Jake Sully, et il n'hésite pas à se mettre en danger pour capturer un Ikran. Cette nouvelle vie est particulièrement excitante pour lui, mais malgré lui, c'est également la découverte d'un monde qui va progressivement le changer. Quaritch est également la représentation de l'ombre de Jake, c'est-à-dire sa part psychique, sombre et négative. Une ombre ne peut être détruite, tel un clone, on ne peut que vivre avec. Elle revient tant qu'elle n'a pas été acceptée et intégrée dans la psyché. Symboliquement, en affrontant Quaritch, Jake affronte donc également une part de lui-même. Depuis l'arrivée des humains, Jake est concentré sur une seule chose, protéger sa famille. Il tente de transformer la relation qu'il a avec ses fils en hiérarchie militaire dans le but de les protéger, et de les préparer à la guerre à venir. C'est un retour à son ancienne vie, une autorité stricte. Il est aveuglé par son stress et son anxiété. Son développement spirituel, initié dans le premier film, est complètement bloqué par la peur. Il est focalisé sur la survie de ses enfants, tout comme il était focalisé sur sa survie en arrivant sur Pandora. Également, traiter ses enfants comme des soldats lui permet de bloquer partiellement ses émotions et de construire une forteresse. Une séparation impossible entre son rôle de père et de chef. Neytiri incarne la connexion au vivant et la pureté spirituelle. Mais le départ de la forêt est pour elle particulièrement difficile. Quitter la forêt, c'est quitter son identité et son lien avec Eywa. D'ailleurs, intérieurement, elle ne la quittera jamais véritablement. Elle refusera de monter les animaux de la mer et se renferme dans la peur du passé, notamment la perte de sa sœur et de son père. Pour les enfants, la nouvelle vie chez les Metkayina est plus facile, ils apprennent vite. Ces nouvelles épreuves vont leur permettre de forger une nouvelle identité, une initiation dans laquelle ils ressortiront grandis. Jake apprend vite également, mais toujours dans un rapport de force. Il veut tenir, contrôler, un père protecteur qui n'a pas le temps de se laisser porter. Les enfants, eux aussi, sont des représentations symboliques. Neteyam, le fils aîné, représente la part militaire de la psyché de Jake. Loak, sa part plutôt impulsive et intuitive, qui est complètement refoulée. Kiri, son lien avec Eywa qu'il ne comprend pas totalement. Spider, son passé humain. Et enfin Took, l'avenir qu'il faut protéger. Toute la famille va découvrir la voie de l'eau. La voie de l'eau, c'est la vie chez les Metkayina, mais pas seulement. C'est aussi une découverte intérieure, une plongée en soi-même. La surface représente notre partie consciente, et l'eau représente l'inconscient. Pour accéder à soi, le calme et le contrôle
contrôle des émotions sont nécessaires. La respiration devient alors une clé d'accès à l'inconscient. La vie sous-marine de Pandora est donc aussi une représentation de ce qui est caché dans la psyché, ce que l'on ne voit pas en temps normal mais que l'on découvre par l'introspection. Découvrir la voie de l'eau, c'est se laisser porter, ressentir et accepter de ne plus contrôler. L'objectif est d'atteindre un état de calme et de contrôle de soi, d'une part pour économiser l'oxygène, mais également pour observer ses pensées sans se laisser submerger. Le mental, partie analytique et rationnelle de la psyché, reste à la surface. Apprendre la voie de l'eau, c'est ne pas se laisser emporter par une vague d'émotions, ne pas paniquer devant ce que l'on ressent, réflexe de l'ego qui veut reprendre le contrôle et remonter à la surface. C'est accepter cette connexion à soi et remonter calmement avec les nouvelles informations perçues sans les refouler, mécanisme permettant l'évolution intérieure. C'est trouver ce point d'équilibre, cette harmonie entre le conscient et l'inconscient, entre l'ego et le lâcher-prise, c'est devenir pleinement soi-même. L'OAC représente la marginalité, ce que l'on ne veut pas voir, les émotions incontrôlables et les erreurs répétées. Il est trahi et abandonné seul au large des côtes et se fait attaquer par un Akula. L'OAC revit exactement l'attaque de son père par le Thanator dans le premier film. Même scène, même musique. Il s'agit de nous montrer que l'OAC est sur les traces de son père. Il reprend la continuité de son voyage initiatique. L'OAC est rejeté par les Metkayina, mais également par son père. Symboliquement, il doit arrêter de se battre, plonger au plus profond de lui-même et renaître. À l'image de Neytiri pour Jake, c'est Payakan qui devient le guide de l'OAC, une rencontre à la fois simple et significative. Symboliquement, Payakan représente une part de la psyché blessée et bannie, mais porteuse de sens et de vérité. L'OAC et Payakan sont deux incompris. Ils agissent instinctivement et ne respectent pas les règles si elles leur paraissent injustes. Tous deux cherchent une forme de vérité plus profonde, leur propre vision du bien et du mal. Ils comprennent les règles mais les refusent, sans tenir compte de l'autorité. Lorsque Jake se connecte à Turuk Makto dans le premier film, il s'agit d'une connexion par la domination. Il attaque par-dessus. Au contraire, l'OAC est guidé par l'ouverture à l'autre. Il vit une relation intuitive, équilibrée et sans domination. Scène qui est filmée par-dessous, symbole de l'espace intérieur. Grâce à Payakan, l'OAC se reconnecte, il s'ouvre et refait surface. Contrairement à Turuk Makto qui permet à Jake de se reconnecter avec la tribu, Payakan éloigne encore plus l'OAC de la tribu, une étape nécessaire. Cette connexion nous montre que la construction de soi et la guérison psychique passent par la reconnaissance de ce qui a été exclu ou banni. Tant que cette reconnaissance n'a pas lieu, l'individu n'est pas pleinement lui-même. Spider, lui, est biologiquement humain, mais culturellement et émotionnellement Na'vi. Il est l'humain qui est capable de vivre à la façon des Na'vi, le pont entre ces deux facettes de nous-mêmes. Il est en lutte permanente et déchiré entre ces deux identités, toutes deux inatteignables, entre deux pères complètement opposés. Il souhaite être adopté à la fois par Jake et par Pandora, mais ne l'est que partiellement, bloqué par la haine de Neytiri et son corps humain. Pour Neytiri, Spider représente sa haine envers les humains. Elle ne peut aimer le fils de Quaritch, qui est symbole de destruction, et surtout responsable de la mort de sa famille. Ce rejet le fera se tourner partiellement vers Quaritch, qui lui donne une reconnaissance qu'il n'a jamais eue, une tentation qu'il sera en mesure de repousser. Spider symbolise une lueur d'espoir pour l'humanité, une possibilité de réconciliation, mais pour le moment inatteignable. C'est à son contact que Quaritch va le plus évoluer et devenir plus Na'vi. Kiri, elle, est différente des autres enfants. Elle s'allonge dans l'herbe, reste immobile dans l'eau et s'exalte de la beauté de la nature. Elle est connectée au vivant et à Eywa. Ses sens sont amplifiés, elle est en permanence en état modifié de conscience. Son prénom Kiri provient d'ailleurs de Hatokirina, les graines de l'arbre maison. Dans l'eau, les petits poissons lumineux sont l'équivalent des graines d'Eywa. Elle ressent sa fusion avec Eywa constamment, sans avoir besoin de Tsailu, le lien. Mais cette dissolution constante de son ego pose problème. En tant qu'enfant, elle n'a pas encore développé pleinement son identité. Elle a donc du mal à se différencier du tout auquel elle est connectée en permanence. Elle ne peut donc pas intégrer son expérience dans sa propre psyché. Elle ne sait plus qui elle a besoin de comprendre, ce qui passe déjà par la compréhension de qui sont véritablement ses parents. En se connectant à Eywa, Kiri fait un malaise. Son expérience est peut-être trop intense, étant déjà naturellement connectée à Eywa. Et elle ne peut le supporter. Jake fait venir l'équipe médicale qui ne détecte aucun problème particulier. Ce qui n'est finalement pas vraiment étonnant. Les humains utilisent essentiellement une médecine physique et matérielle pour guérir le corps. Or ici, le problème est psychique. La Tsaïk des Metkayina prend les choses en main. Elle utilise une médecine chamanique plus adaptée. Elle entre en transe et se connecte au monde des esprits pour percevoir le problème dans une vision. Une fois perçu, symboliquement, elle l'aspire puis le rejette hors du corps de Kiri. Il s'agit d'une technique connue sous le terme d'extraction chamanique, médecine psychique utilisée par les peuples anciens sur Terre. Les Tukuns sont des êtres extrêmement intelligents, hautement spirituels et non violents. Ils incarnent un idéal de sagesse ainsi qu'une conscience évoluée. Ils préfèrent mourir plutôt que de trahir leurs valeurs. Ce qui soulève une question philosophique. La violence est-elle parfois nécessaire ? Les Metkayina entretiennent une relation et un respect très particulier avec les Tukuns.
Les humains, eux, chassent les Tukun pour extraire l'amrita, littéralement un nectar de non-mort dans l'hindouisme. L'amrita, c'est aussi une technique yogique de déroulement de la langue utilisée en méditation, justement dans un moment de connexion à soi. L'amrita est aussi le symbole de la conscience absolue, immatérielle et immortelle. Les humains en font une utilisation opposée, l'argent et le gain matériel. Ils n'ont aucun respect pour l'espace intérieur. Une chasse particulièrement immorale et paradoxale, tuer pour vivre plus. Dans la bataille finale, Loak, encore guidé par son insouciance, veut une nouvelle fois sauver Spider, une décision qui aura pour conséquence la mort de son frère. Mais en est-il vraiment responsable? Abandonner Spider, qu'il considère également comme son frère, était-il préférable? Il s'agit en tout cas d'une décision du cœur, non rationnelle. Neytiri, qui a déjà perdu sa sœur dans l'école du docteur Augustine, puis l'arbre des morts lui coupant l'accès à la conscience de sa sœur, puis son père dans la destruction de l'arbre maison, perd cette fois son fils. Une douleur terrible qu'elle n'a pas le temps d'accepter, qu'elle doit immédiatement refouler pour aller sauver sa fille. Le traumatisme est trop grand, elle se coupe de toutes ses émotions, la plongeant dans la part la plus sombre de sa conscience, son ombre symbolisée également par l'éclipse. Elle est dévastée, elle bascule, guidée par un instinct de survie primal et aveuglée par sa haine envers les humains. Elle est prête à tout, y compris à tuer Spider dans une rage désespérée. Elle devient l'archétype de la mère sombre, devenant ponctuellement plus cruelle que Quaritch. Dans sa rage, elle brise également son arc, symbole de son lien avec son peuple et avec son père. Après la bataille, c'est le retour de la relation entre parents et enfants. C'est Loak qui sauve son père malgré son ordre de ne pas intervenir. Il lui apprend à gérer ses respirations jusqu'au dernier moment. Jack doit se résigner à lâcher prise, à se laisser porter et guider par son fils. Une étape difficile mais nécessaire, il prend enfin conscience des qualités de son fils et le comprend pour la première fois. De l'autre côté du vaisseau, c'est Kiri, représentation de la connexion et de la spiritualité, qui guide sa mère. Elle lui rapporte la lumière qu'elle avait perdue en basculant dans l'ombre. Elle lui montre le chemin, la voie dans l'eau, un retour à sa véritable nature de mère et à sa spiritualité. Et Spider également va sauver son père. Après avoir vu le côté sombre de Neytiri, il a peur. Il doute de ne peut-être être jamais accepté sur Pandora, et il ne peut le laisser mourir. Il affirme ainsi son éthique sans pour autant s'identifier à lui. Chaque enfant représente ainsi ce que le parent doit retrouver. Loak représente la relation et le lâcher-prise que doit retrouver son père, apprendre à déléguer et à faire confiance. Kiri, la spiritualité et la lumière que doit retrouver sa mère, et Spider, un humain Na'vi, symbole de ce que pourrait devenir Quaritch après avoir découvert la vulnérabilité et l'amour, ne pouvant se résigner à sacrifier son fils. Inversement, c'est également les enfants qui grandissent, deviennent plus responsables et adultes. À la fin, il ne reste plus que la famille. Toute la tribu a disparu. Scénaristiquement, c'est étonnant, mais il s'agit bien d'un choix volontaire et symbolique. Après s'être perdu de vue dans tous les sens du terme, c'est un retour au cœur, à la famille, à la forteresse dont parle Jake depuis le début. Ce choix nous montre qu'à la fin d'une épreuve, ce qui compte vraiment, ce sont les proches et la famille. La bataille extérieure est terminée, c'est un retour au monde intérieur. Pas de célébration, seulement le deuil. La mort de Neteyam, fils parfait, c'est aussi la mort de cette partie de Jake voulant tout contrôler et tout protéger. C'était le but qu'il s'était fixé. Il comprend maintenant ses propres limitations. Il se rend compte qu'il a vécu dans la peur, au détriment de la relation. Neteyam rejoint Eywa. Il rend son arc à son père, un symbole. Il n'en a plus besoin. La connexion à Eywa permet la mise en place d'un deuil collectif ritualisé. Guérir, c'est se connecter, se relier avec les défunts, avec les proches, et se tourner vers l'avenir. Non pas pour supprimer la douleur, mais pour lui donner un sens et l'accepter. Ce deuxième film nous invite à la résilience et la responsabilité, à s'accepter et à se réconcilier. Plonger dans l'eau, en soi, est une étape nécessaire pour affronter nos peurs, nos culpabilités et nos héritages familiaux. La relation avec les Tukun nous propose de nous lier à l'autre sans dominer et sans se soumettre, à construire des relations saines, à protéger et en se faisant à guérir. Le film nous explique que l'on ne peut fuir l'ombre, on ne peut l'éliminer. Le tout est de ne pas en être possédé. Ne pas exploiter, protéger, respecter le rythme, reconnaître la valeur du vivant et la nature de la psyché. Voilà le véritable message du film. Malgré un haut niveau technologique, les humains sont incapables de sauver la Terre, nous indiquant probablement que la technologie n'est rien sans sagesse. James Cameron nous invite à un changement, à porter un nouveau regard avec un cœur ouvert, à accepter l'ombre, à accepter l'autre, et ainsi à nous accepter nous-mêmes. L'objectif n'est pas de faire un film complexe et plein de rebondissements, mais simplement de nous immerger dans les symboles et la mise en scène du voyage initiatique, à la fois extérieur et intérieur. Plutôt qu'une réflexion du mental, l'apparente simplicité du film nous plonge sous l'eau dans un univers ressenti et intuitif. Il ne s'agit non pas d'analyser, mais de simplement se laisser aller, se laisser bercer, complètement immergé dans l'océan de Pandora, nous rappelant notre appartenance à un tout, et nous rappelant qui nous sommes.